À toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur comment saboter le lean. Donc, je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eugène Higgins. Je travaille chez Axiom Performance. Axiom accompagne des clients de tout horizon, que ce soit l'agroalimentaire, la métallurgie, l'horlogerie, les banques, les assurances, même les municipalités, dans leur démarche de mise en place de l'excellence opérationnelle. Alors, Axiom comprend les consultants, je veux dire experts seniors. Et quand je dis seniors, ça veut dire qu'avant de nous joindre, les personnes, ils ont déjà passé minimum de 10 ans, je dirais, sur le terrain, vraiment dans l'application de la mise en place d'une démarche Lean. Donc, du coup, ils ont rencontré et souvent surmonté les problématiques dans la mise en place de cette démarche. Et justement, ça, c'est l'occasion de présenter un de mes collègues, François Joubert, qui va co-présenter ce webinaire en essayant de répondre, quand c'est possible, en direct à vos questions et réponses, vos questions, pardon, et aussi lancer quelques sondages, juste pour tâter le terrain, où vous en êtes dans votre démarche Lean. Donc, on a prévu à peu près 30 minutes. Ça va dépendre de vos questions. Je vous encourage vivement de poser plein de questions. On sera ravis d'y répondre quand on peut. Et pour ceux qui ont téléchargé l'application Zoom, je crois qu'en bas de votre écran, quand vous déplacez la souris, vous avez une icône Q&R qui s'ouvre et là, vous pouvez accéder à cette fonctionnalité de questions-réponses. Donc voilà, on va commencer. Voilà l'agenda pour aujourd'hui. Donc j'espère, je sais que vous avez compris que cette présentation s'est faite un peu dans l'autodérision, parodie de ce qu'il faut pas faire si on veut faire du Lean, c'est-à-dire l'opposé de ce qu'on conseille à nos clients. Mais l'idée, c'est de vous montrer, je dirais vraiment une petite sélection. Il y a une multitude de choses que vous pouvez faire pour éviter de faire du Lean, mais on va présenter quelques exemples ici aujourd'hui. Donc, on va faire le faire et ne pas faire pour éviter le Lean. Et on dit que c'est, vous allez voir sur l'écran que c'est en petit, c'est écrit Saizen Kakushin. C'est l'opposé de ce qu'on appelle le Saizen Kakushin. Pour ceux qui ne connaissent pas le Saizen Kakushin, ne vous en faites pas. On va peut-être dire quelques mots vers la fin. Mais vous allez voir ce qu'on essaie de présenter. C'est justement l'opposé de la mise en place de démarche Saizen Kakushin. Donc, on va parler à la fois de ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire au niveau organisationnel, et aussi à titre individuel. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire de son côté pour éviter que la sauce ligne commence à se prendre dans nos organisations. Et tout le long, comme je disais, n'hésitez pas à poser on aura des échanges, j'espère, avec vos questions, et on essaie de répondre en direct si on peut. Et aussi avec François, on va lancer quelques sondages, je disais, pour tâter le terrain. Et on terminerait avec une conclusion, je dirais, toujours dans le ton de l'humour. OK? Donc, justement, pour commencer, François, pardon, je n'ai pas demandé de te présenter. Présente-toi, François, et tu peux lancer en même temps le premier sondage. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, François Joubert, je vous souhaite un bon webinaire et n'hésitez pas à poser des questions comme vous l'a proposé Eugène. Donc, j'espère que vous voyez sur votre écran les réponses que vous avez données. Et je suis très content de ces réponses parce que ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas de démarche Lean, vous avez répondu qu'il n'y a pas de démarche Lean dans votre entreprise, ou que non, ça ne répond pas à vos attentes, je crois que mon travail est fait. C'est-à-dire que si c'est non, ça veut dire que vous avez déjà, selon moi, mis en place quelques parades ou Lean déjà dans vos organisations. Ces parades existent déjà dans votre organisation. Donc,
c'est une bonne introduction de ce qu'on va dire par la suite. Donc, merci François, on peut fermer ça. Donc, au niveau organisationnel, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire si on veut éviter de mettre en place le lean? Bon, première chose, comme je disais, il y a une multitude de manières de le faire. Et justement, le premier, on a de la chance, c'est parmi les plus faciles à faire et une multitude de moyens pour le faire, c'est d'éviter qu'il y ait un engagement du top management. Ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien si on veut éviter le lean. Et là, je donne qu'un exemple de comment éviter l'engagement du top management, c'est par rapport aux objectifs. C'est-à-dire que dans l'idéal, pour éviter le lean, c'est de donner des objectifs aux différentes fonctions qui sont dissociées, voire en opposition par rapport aux autres fonctions. Et là, j'ai cité un exemple, si on parle de service vente. Si moi, je suis PDG d'une entreprise et je veux éviter le lean, je dis au service vente, voilà, vous vous occupez que de faire du chiffre. Ça, c'est votre objectif, faire du chiffre. Par contre, mon service logistique, je le dis, votre objectif, c'est 100% livraison client à l'heure. Donc, je crois que vous pouvez imaginer qu'assez rapidement, ces deux objectifs vont entrer en conflit avec un service vente peut-être qui vont s'engager sur des délais, entre guillemets, trop ambitieux et que le service logistique est incapable de respecter leur objectif en termes de taux de service. Donc, ça, c'est un exemple assez fréquemment vu dans les organisations. C'est les objectifs qui sont soit dissociés, soit en conflit entre les différentes fonctions. Donc, facile à faire. Bonne nouvelle. Justement, parlant d'objectifs, dans la même trame de pensée, c'est d'éviter des objectifs élevés. Parce que si on reste dans notre zone de confort avec des objectifs, disons, peu élevés, on n'a pas obligé de changer grand-chose dans notre manière de fonctionner, et surtout pas notre manière de penser. C'est de justement éviter qu'on change nos paradigmes, comme on dit, dans la façon de faire. Encore une chose très facile à faire, si vous pouvez le faire, c'est d'éviter de créer une vision commune qui est partagée par tout le personnel, quelque chose de clair, visuel et visible. Parce que si vous avez ça, malheureusement, vous risquez d'avoir une situation où les gens commencent à collaborer entre eux et travailler ensemble sur un but commun. Donc, s'il vous plaît, essayez d'éviter de faire ce genre de choses. Et un autre point, la phrase semble peut-être un peu lourde, mais c'est inspiré de Sasaki Kikuchi, c'est d'éviter justement tout ce qui est promotion, de promouvoir la démarche d'amélioration continue. Quand les choses se font bien et s'améliorent, il faut éviter de faire de la publicité là-dessus et éviter que les personnes clés soient présentes et impliquées dans cette démarche. Si vous pouvez faire ça, vous allez éviter de faire du lean aussi. À même titre, au niveau organisationnel, un point qu'on trouve très, très souvent dans les organisations, qui est très, très efficace en termes d'éviter le lean, c'est les flux de communication en montant et descendant. Si on met en place un bon flux de communication, on risque d'avoir une situation où les informations et les objectifs sont partagés. Et ça c'est un signal d'alarme qu'on risque de partir dans une démarche lean. Faites attention. Bien sûr, ne jamais mettre en cause le fonctionnement actuel. Chacun de nous, on dit assez souvent dans une entreprise, les personnes les plus aptes à mener les changements sont des gens qui sont relativement nouveaux à leur fonction. Ils n'ont pas encore été, entre guillemets, formatés et programmés pour fonctionner de la même manière. Et donc, ils posent des bonnes questions en termes de pourquoi de certaines choses. Donc, là, bien sûr, c'est à éviter. Il faut tuer ça dans, comment on dit,
on dit en anglais kill the bud, mais c'est vraiment l'éclosion, c'est d'éviter que cet comportement se répande dans l'entreprise. Et une chose qu'on préconise, on parle de déstructuration, restructuration. Ça, c'est justement des situations où vous croyez que la ligne commence à marcher bien, les choses se mettent en place, les améliorations sont là. Et là, on passe dans une zone de, je dirais, une période de complaisance. On considère qu'on n'a plus rien à faire, ça va fonctionner tout seul. Et donc, la déstructuration, restructuration, c'est une manière de justement bousculer nos idées et nos habitudes pour redonner l'élan à une démarche libre. Donc, encore une fois, c'est quelque chose à éviter. Si on veut éviter de mettre Lean en place dans nos organisations. Un dernier point qui est parmi plein d'autres qu'on aurait pu mettre, mais que c'est un de mes préférés, c'est l'implication du personnel. Il faut bien sûr éviter que les gens se sentent concernés, ils ont envie de contribuer à vos efforts. Donc, il faut éviter tout ce qui est formation, information sur le Lean et son déploiement. Et bien sûr, s'il vous plaît, faites très, très attention de ne pas manifester le moindre signe de reconnaissance. Même un simple merci pour des efforts fournis risque de vous mettre sur une pente glissante vers le Lean. Donc, faites très attention à ça. Bon, ça, c'est côté organisationnel. J'aurais pu citer plein d'autres, on aurait passé la matinée là-dessus, mais ça, c'est des choses relativement faciles à faire. Et donc, si vous les mettez en place, vous pouvez éviter la ligne dans vos organisations. Et justement, Françoise, je crois qu'on peut lancer le deuxième sondage. Deuxième sondage. S'il te plaît. Voilà, j'ouvre le sondage. À vous. Donc, on vous laisse une trentaine de secondes. Donc, dans votre entreprise, la résistance aux Lean se situe à quel niveau? Les opérationnels, la direction, l'encadrement intermédiaire ou à tous les niveaux? Allez, on va clôturer le sondage. Merci. Alors, j'espère que vous voyez sur vos écrans le résultat du sondage. Donc, intéressant, c'est relativement équilibré en termes de partage des points de résistance aux lignes. Juste pour votre gouverne, nous, dans notre expérience, assez souvent, le niveau de l'organisation où on a le plus besoin d'investir en termes d'énergie et d'efforts et d'accompagnement, c'est l'encadrement intermédiaire. Et la raison pour cela, c'est souvent parce que c'est à ce niveau-là, il y a une remise en cause beaucoup plus radicale qu'à d'autres niveaux. On trouve qu'au niveau opérationnel, les gens s'ouvrent relativement rapidement à l'idée des améliorations, surtout s'ils voient les bienfaits. Au niveau de direction, pareil. Mais l'encadrement intermédiaire, souvent, sont le plus mal à l'aise. Ils ont plus de soucis par rapport à leur rôle dans une démarche ligne. Donc, ça, c'est simplement un titre d'information pour vous. Donc, merci François, on peut arrêter le partage. Donc là, c'était au niveau organisationnel. On va parler à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous, justement, pour éviter que le lean commence à prendre racine dans nos secteurs respectifs. Donc, encore une fois, la liste est presque sans fin, mais je fais une petite sélection parmi toutes ces possibilités, peut-être les choses les plus faciles à faire, mais basées sur ce que nous appelons les principes Lean. Donc, première chose, pardon, surtout c'est focaliser sur les résultats. Donc, comme dit le dicton, la fin justifie les moyens. Si on se base que sur les résultats,
c'est beaucoup mieux parce qu'on évite de regarder nos processus et les rendre plus robustes, en sachant que dans une démarche Lean, un des principes, c'est que c'est le processus, les processus qui déterminent les résultats. Donc, focalisons-nous que sur les résultats. Comme ça, on évite des questions sur la robustesse de nos processus. Une autre chose à faire pour éviter le lean, c'est que justement, quand on fait un changement, c'est de ne pas regarder l'impact global de tout changement qu'on fait localement. N'oublions pas que nos salaires, notre carrière est basée sur nos résultats à nous dans notre secteur. Et si on commence à penser à le bien de l'entreprise dans sa globalité, on risque d'avoir une situation où on travaille pas seulement pour nous, mais pour les autres. Et donc, faut faire attention à cela. Et un dernier point là-dessus, c'est ne jamais être factuel, objectif et neutre. Dans les entreprises, il vaut mieux blâmer les autres pour se protéger, bien sûr, et toujours trouver un coupable, un responsable d'un problème. Juger les autres, c'est primordial pour éviter des questions difficiles sur les causes racines d'un problème. Assez souvent, quand on voit la situation où on fait une analyse des causes et on voit le rubrique, le chapitre erreur humaine, et ça s'arrête là, je dis bravo, parce que là, on a évité d'aller plus loin et chercher vraiment les vraies causes pour améliorer le processus. Donc, restons avec les erreurs humaines, c'est un bon moyen d'éviter de faire du lean. Un dernier slide sur les astuces individuelles, c'est que on vient de sortir de la période de Pâques où il y avait plein d'œufs. Moi, je vais vous donner, désolé pour le jeu de mots, j'aime bien mes jeux de mots. Je parle des 3 E à éviter parce que, point de vue calorique, je ne sais pas si c'est mauvais, mais c'est vraiment mauvais pour la mise en place de Lean. Donc, il faut éviter de mettre en place les pratiques des 3 E. Les 3 E étant le premier, l'exigence. Exigence, vaut mieux éviter de l'exigence, chercher plutôt la médiocrité, pardon. Comme ça, on est tranquille. On ne pose pas des questions difficiles, et même peut-être que ce court terme, mais au moins on est tranquille. Ne pas se poser ces questions, entre guillemets, difficiles. Donc, ne soyez pas exigeants. Ne soyez pas exemplaires. Faites attention d'être de l'exemplarité parce que vous risquez de faire adhérer les autres à vos idées, à votre manière de penser. Donc, à éviter aussi. Et dernièrement, très important aussi, c'est être enthousiaste. Il faut éviter cela parce que vous risquez de convaincre les autres de changer, de vous accompagner dans votre démarche libre. Donc, s'il vous plaît, dans votre quotidien, essayez d'éviter la pratique des 3 E. Exigence, exemplarité et enthousiasme. Donc, juste pour conclure, comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu citer une multitude, on aurait pu passer beaucoup plus de temps là-dessus, mais ça, c'est quelques astuces, je dirais, qui marchent à tous les coups. Je vais parler de Saizen Kakushin. Et juste pour votre gouverne, quand je parlais de les choses à faire, ne pas faire au niveau organisationnel, Saizen Kakushin, ça, c'était justement l'opposé de ce qu'on appelle les 7 subos organisationnels. Eugène, oui, Eugène, je vais me permettre de t'arrêter. On a 2 questions et je pense intéressant de répondre à ces questions, de tenter de répondre à ces questions. Très bien. Avant de poursuivre. Oui. Donc, c'est Lucie Marie qui nous demande comment peut-on permettre de remettre en cause le système actuel. Les nouveaux employés font souvent un rapport d'étonnement, mais celui-ci est rarement pris en compte. Comment impliquer les collaborateurs actuels et dans quel ordre hiérarchique impliquer les collaborateurs? Dans quel ordre? Il y a plusieurs questions. Alors, déjà, pardon, François. Alors, je vais commencer à répondre, hein, bien sûr, vous pourrez compléter, mais comment peut-on permettre de remettre en cause le système actuel? Eugène a parlé de fixer des objectifs élevés.
Et je pense qu'un des bons moyens justement de remettre en cause le système actuel, c'est de fixer des objectifs élevés et bien sûr de les communiquer. Imaginez que sur un périmètre, vous fixiez un objectif d'améliorer la performance, on va dire réduire la non-qualité de 1%. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont faire un peu plus attention pour gagner 1%. Si vous fixez 10, 15%, les gens seront obligés de remettre en cause l'existant. On ne peut pas gagner 10, 15, 20% en faisant toujours de la même façon et sans remettre en cause l'existant. Donc, un des meilleurs moyens de remettre en cause, c'est de fixer des objectifs élevés. En faisant ça également, vous donnez confiance aux gens. C'est-à-dire que si vous fixez un objectif élevé, les gens vont dire, voilà, si la direction fixe cet objectif, c'est que, même s'il est ambitieux, c'est atteignable. Donc, ça donne confiance aux personnes pour vous suivre. Également, la prise en compte, alors vous parlez de la prise en compte des rapports d'étonnement et des propositions. Alors ça, c'est un sujet qui revient très souvent dans les entreprises. Les gens nous disent, oui, on a déjà fait des propositions, mais on n'en tient pas compte. Et c'est là où le rôle des managers de proximité est extrêmement important. Quand on fait un déploiement Lean, eh bien, immanquablement, les missions du manager de proximité vont changer. Il devient vraiment un support à la création de valeur ajoutée. C'est plus l'expert, c'est plus le super opérateur, ça devient un support à la démarche d'amélioration continue, un support à la création de valeur et un animateur de son équipe. Donc c'est à travers l'appréhension et la prise en compte de ces nouvelles missions qu'il doit écouter justement les propositions du terrain et aider les gens à les mettre en œuvre. Alors, quand vous parlez de comment impliquer les collaborateurs actuels et dans quel ordre hiérarchique les impliquer, eh bien, on l'a dit, ça commence bien évidemment par la direction, c'est l'implication de la direction, mais on s'aperçoit que impliquer les opérateurs, si bien sûr on les accompagne et si on les forme, ça va très vite, puisque quand vous faites du lean, bien sûr, vous cherchez à faire de la performance, mais la performance, vous allez la faire en améliorant aussi les conditions de travail. Les gens sur le terrain n'aiment pas faire des choses inutiles. Vous connaissez tous, j'imagine, les 7 gaspillages, les 7 MUDA. Les gens n'aiment pas faire ces gaspillages. Donc, les opérateurs, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à les impliquer. Par contre, encore une fois, ça va être le gros travail sera de changer ces missions du management de proximité. Donc, je dirais déjà la direction. Et ensuite, quasiment en même temps, vous aurez les opérateurs à embarquer et puis les managers de proximité. Nous, on dit souvent que les managers de proximité, on va les prendre à un moment donné quelque part en tenaille entre la direction, mais bien sûr qui fait monter son niveau d'exigence, puisqu'on décide de démarrer une démarche Lean, les opérateurs qui vont devenir également eux aussi exigeants parce qu'ils ont compris ce qu'était la non-valeur ajoutée, ils ont compris les gaspillages, ils veulent améliorer leurs conditions, donc on va se retrouver à mettre un peu de la pression sur le management de proximité, donc ça va les aider quelque part à assurer leur nouvelle mission. Très bien. J'ai une autre question qui est qu'est-ce que l'approche par processus? Comment amener cette nouvelle approche au niveau des managers? Là, je vais laisser la parole à un de mes collègues. Eugène, tu peux répondre, ou Bernard, si vous le souhaitez. Oui, Bernard, est-ce que tu veux mettre ton micro et participer? Je ne sais pas si Bernard est là. Pardon, j'avais coupé. Bonjour à tous. Comment amener cette nouvelle approche au niveau des managers? On va passer évidemment par des formations spécifiques, des formations, ce que nous on appelle les fondements, où on va réunir tous les comités de direction pour être sûr que dans un premier temps, ils aient bien compris ce qu'est la démarche Lean. Et enfin, on va aussi décliner cette formation à l'ensemble des managers. Ça, c'est un prérequis pour être sûr qu'ils comprennent évidemment toute cette démarche. Maintenant, l'approche par processus, évidemment,
On va cibler aussi dans la démarche, hein, après soit une cartographie des processus, soit au travers d'un diagnostic, on va travailler sur différents processus, hein, on ne va pas tous les attaquer, on va faire des sélections. Et oui, on travaillera sur certains processus locaux, transversaux, globaux. Évidemment, ça dépend de la taille et la dimension de l'entreprise. Très bien. Bernard, tu veux répondre à la question suivante? L'alignement des objectifs est permis via la construction du Hoshin stratégique? Alors, ce n'est pas permis, c'est obligatoire. Si vous faites du Hoshin connerie, hein, vous êtes obligé d'aligner vos objectifs. C'est un prérequis. On ne fait pas de Hoshin connerie ou de Hoshin stratégique sans alignement, évidemment, des objectifs. C'est la base. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Lucie Marie. Je pense que la suite de la présentation va répondre en partie à votre question sur l'alignement. Donc, OK, merci. Donc, simplement, je disais que Hoshin Kanri, pardon, Saizen Kakushi, c'est une démarche qui est de transformation de l'entreprise. Ce n'est pas simplement une évolution dans la mise en place de l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle, mais c'est vraiment une transformation de l'entreprise. Et ça s'appuie à la fois sur les capacités organisationnelles, mais aussi les capacités individuelles. Et le terme japonais qui est utilisé, c'est un tsubo, qui ça a plusieurs connotations, mais par exemple, dans l'acupuncture, le tsubo, c'est un point qui libère l'énergie. On parle de tsubo organisationnel, c'est les points que vous voyez sur ce transparent. Et dans la présentation avant, j'ai fait simplement l'opposé de ces 7 points. Mais l'idée, c'est déjà, il y a une combinaison de transformation de l'entreprise, mais aussi la mise en place de tout ce qui est prérequis en termes de, je dirais, créer les Japonais utilisent souvent des analogies avec l'horticulture. C'est de créer l'engrais, le terreau, le bon terreau pour que la plante arrive à prendre racine et de grandir correctement. Et donc ça, c'est l'Hoshin Kanri et le partage, alignement des objectifs à tous les niveaux. Et quand on parle de processus par rapport aux résultats, c'est primordial que des changements de paradigme, que les gens s'alignent sur des processus pour garantir le résultat. Pour l'instant, dans beaucoup d'entreprises, on regarde, quand on met en place une amélioration, le réflexe de la plupart des gens, c'est de regarder s'il y a un indicateur, déjà mettre en place un indicateur pour qu'on voit si oui ou non on a eu un impact, mais ces indicateurs sont souvent des indicateurs résultats. Le pourcentage de taux pièces défectueuses, le taux de livraison pour un client, et ainsi de suite. Au lieu de regarder les indicateurs processus qui expliquent est-ce que nous avons suivi le standard, est-ce qu'on a suivi un processus standardisé. Et ce genre d'indicateur, c'est moins répandu, il n'y a pas le même réflexe de le mettre en place. Et ça, c'est très important dans une démarche ligne. Donc ça, c'était simplement. Le Saizen Kakushin, je dirais un dernier mot à la fin, mais c'est une démarche de transformation globale et c'est beaucoup plus détaillé de ce qu'on a présenté ici, bien sûr. Donc, je vous prie de m'excuser si je peux offenser quelqu'un parce que dans cette période difficile avec le confinement et le coronavirus, j'essaie de présenter les choses avec un peu d'humour. Merci, s'il vous plaît, de prendre ça dans cet esprit-là. Si je dis que le lean, c'est comme un virus, une fois que vous l'avez attrapé, c'est très difficile de s'en débarrasser. Par contre, il existe des moyens pour les autres de se protéger, pour limiter sa propagation. Et j'espère que les quelques astuces citées précédemment, si bien appliquées, vous permettront de dire régulièrement « je m'en lave les mains ». Donc, c'est clair, il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu présenter, mais déjà avec ces astuces-là, si ça existe dans votre organisation, votre démarche ligne sera beaucoup plus difficile à mettre en place. Donc, je ne sais pas s'il reste d'autres questions de votre part. Je vous laisse
Allez, 30 secondes s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions. Sinon, de toute façon, d'ici une semaine à peu près, la semaine prochaine, vous aurez un petit mail. Et si entre-temps, vous avez pensé à d'autres questions que vous aimeriez poser, n'hésitez pas de nous les envoyer et on prendra énormément plaisir de vous répondre directement par mail. Pas d'autres questions pour l'instant? OK. Donc, pour conclure, c'est simplement... Il y a un dernier sondage, s'il te plaît, François. Est-ce que vous recommanderiez cette présentation aux autres, à d'autres personnes? Bon, merci pour ce retour. Si jamais vous avez des commentaires par rapport à la présentation, n'hésitez pas parce que justement, dans la démarche d'amélioration continue, excellence opérationnelle, le retour client, c'est primordial. Savoir quelles sont les choses qui répondent ou ne répondent pas en termes de valeur ajoutée pour les clients. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, si vous n'avez pas de questions, mais déjà simplement des remarques à partager avec nous, on sera ravis. Donc, merci François. On peut le lever. Donc, bien évidemment, vous pouvez nous joindre et savoir plus. Je vous montre quelques liens. Là, je vous enverrai ces liens justement dans un mail la semaine prochaine, y compris un lien sur ce webinaire. Mais aussi pour ceux qui s'intéressent à ce que c'est la Sassen Kyokushin, vous verrez ici, vous aurez des liens vers des vidéos YouTube où on parle plus en détail. C'est notre collègue Koshi Iyama qui a fait une conférence sur ce sujet. Donc, vous aurez plus de détails dans ces vidéos. Donc, il me reste à vous remercier pour votre présence. Merci à nouveau. Et en espérant que pour vous, dans ces périodes difficiles, pour vous et vos proches, vous êtes impactés le moins possible dans cette situation. Et je vous souhaite bon courage et prenez soin de vous. OK? Et merci beaucoup. Merci pour votre participation. J'en profite pour vous signaler qu'il y aura un prochain webinaire beaucoup plus sérieux sur les indicateurs, animé par Koshi Iyama. Merci François. Merci, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.